Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format vidéo aujourd'hui, où le grand titre de ce projet, c'est «Et si on parlait d'amour?» Si on parlait d'amour, si enfin on pouvait commencer à se comprendre entre les hommes et les femmes. Parler d'amour, c'est aussi parler de ces relations amoureuses qui nous ont parfois détruites, malmenées, et qui nous ont ramenés aussi à l'amour que l'on a pour nous, à l'estime de nous, à la confiance en nous, qui nous amène parfois à un long processus de reconstruction, de guérison, de voir aussi quelles sont les parts de nous qui peuvent être un peu déconnantes, en tout cas qui peuvent attirer les mauvaises personnes vers nous. Et pour commencer ce sujet, on va parler de l'emprise dans la relation amoureuse. Donc l'emprise que l'on subit auprès d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. L'emprise, voilà, un peu sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, mais surtout l'emprise vécue par des personnes qui se sont reconstruites, qui ont réussi à dépasser, qui ont réussi aussi à en faire quelque chose de positif et qui ont aussi réussi à comprendre pourquoi, comment elles ont pu tomber dans ces schémas-là et comment s'en sortir surtout. Donc bienvenue Michael, bienvenue Claire, bienvenue Lavande, bienvenue à vous et merci beaucoup pour ce super projet d'échange et de partage. Déjà, alors, pour commencer, je vais vous poser la question très simple, hein, qui est combien de temps avez-vous vécu cette relation d'emprise, ou peut-être ces relations d'emprise, et depuis combien de temps vous avez commencé ce cheminement de reconstruction de vous-même? Michael, on va commencer par toi, éventuellement, tu es le seul garçon, donc. Ah bah, allons-y, je suis le seul homme. Je ne suis plus un garçon, un petit garçon. Non, mais c'est très intéressant d'ailleurs d'ouvrir là-dessus, sur le petit garçon. Et donc là, ben, moi, cette relation, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais la première, vraiment la plus impactante, a duré 12 ans. Donc ça a été vraiment des va-et-vient pendant 12 ans et j'ai commencé vraiment ce cheminement de reconstruction il y a 4 ans où j'ai vraiment réussi à me libérer de ça et voilà, ça a été un long chemin. Tout le long, il y a des tentatives, mais vraiment de réussir, de me libérer, c'était vraiment il y a 4 ans, quoi. Hmm, ok. Oui, parce qu'après, on se rend compte que la relation d'emprise, des fois, elle n'est pas que dans la relation amoureuse, mais elle peut aussi se transposer dans des relations amicales et dans des relations professionnelles, etc. Et que des fois, on se rend compte que finalement, l'emprise, c'est aussi dans divers domaines. C'est un tout. C'est un tout. Euh, Claire, je te laisse la parole. Ok. Du coup, moi, j'ai vécu une relation, relation toxique, hein, on va dire, donc avec le père de mon enfant. Ça a duré 16 ans, voilà, 16-17 ans. Et ça fait 4 ans que voilà, je suis dans la reconstruction, on va dire, que j'ai quitté cette relation et que ça fait peu de temps que je m'en sors vraiment, on va dire. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le chemin, en fait, ce que je pourrais peut-être raconter tout à l'heure. Beaucoup de chemin sur l'évolution, mais ça fait vraiment 4 ans que voilà, je ne suis plus dans ce couple. Voilà. Hmm, ok. Et toi, Lavande? Alors moi, je suis restée 13 ans avec cette personne, à vivre sous le même toit. Je suis partie il y a 11 ans, donc j'ai commencé à guérir à partir du moment où je suis partie. Bon, ça a été très très dur au début, et puis plus le temps passe, plus la guérison se fait. Hmm, Et là, je peux dire que le livre est en train de se fermer pour ouvrir un autre livre. super, super. Super. Alors moi, c'est un sujet qui me touche aussi, hein. Je suis restée pendant 3 ans et demi avec ce type de profil. Je suis partie il y a 13 ans. Et en effet, je confirme, c'est un long processus de remise, de reconstruction, de remise en question, de toutes ces choses-là. Je suis en train de clôturer, parce que moi, j'ai fait le truc que beaucoup de gens font, c'est mettre ça sous le tapis.
et puis être moteur de la colère, le on y va, on y va, on y va. Et voilà, j'ai mis du temps avant vraiment de me pencher là-dessus. Et voilà, et puis ben, la vie, elle nous remet un peu les trucs en pleine tronche où à un moment donné, elle nous dit allez, faut y aller là, faut se libérer. Euh, donc chacun de vous a des parcours différents, a des temps aussi différents. Ça fait, il y en a où on est parti depuis plus ou moins longtemps. Par contre, je pense qu'on a tous eu ce processus où il y a eu un déclic à un moment donné qui s'est passé, qui a fait non, mais là, stop, ça suffit, qui fait qu'on arrive dans un stop, ça suffit. Euh, Moi, pour ma part, ça a été une infidélité où je ne pouvais plus me voiler la face. Ça a été le message qui en disait tellement long que là, je ne pouvais plus faire semblant, qui a été un déclic pour moi. Et pour vous, voilà, est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce qu'il y a eu un gros déclic, un gros événement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez ouvert les yeux, vous êtes rendu compte de cette relation d'emprise ou Ouais, je veux ah bah Claire, bien. allez. Ok, je veux bien. Moi, je dirais que en fait, j'ai senti très rapidement qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai eu, en fait, il y a eu pas mal de petits déclics qui m'ont fait comprendre que vraiment, ça n'allait pas. Mais j'avais en fait en moi toujours cet espoir que les choses pouvaient changer et que par mon amour, je pouvais sauver ce couple. Donc en fait, je me suis beaucoup donnée en pensant au début que c'était moi qui avait des problèmes, hein, qui avait des soucis. Donc moi, quand ça a commencé à devenir vraiment, en fait, de plus en plus dur au quotidien à supporter, en fait, à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être moi qui ai des problèmes, c'est peut-être moi qui suis folle, c'est peut-être moi qui vais vraiment pas bien et qui gâche la vie de tout le monde à la maison. Et je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à aller voir un psy pour la première fois. Et puis, au début, je l'ai caché. Je ne voulais pas dire que j'allais voir un psy parce que il était contre tout. Enfin, c'était pas du tout le genre de choses auxquelles il apporte une importance. Et pour lui, voilà, c'était aller raconter sa vie à des gens qu'on ne connaît pas, pourquoi faire. Donc, j'y suis allée cacher dans un premier temps. Euh, j'ai pas assez fait longtemps, on va dire, pour pouvoir au début que ça ait un effet, mais ça a quand même eu des petits déclics. C'est-à-dire, je me suis dit, j'en suis quand même arrivée là. Ok, je vais travailler sur moi. Et puis après, ça a été en fait des successions de choses qui faisaient que je voyais bien que ça pouvait pas aller, mais je me disais, je dois le supporter. Et ce qui m'a aidé à supporter, on va dire, c'était surtout mon enfant. Voilà, on a eu très très vite un enfant ensemble. Et en fait, grâce à cet enfant, en fait, cet enfant était là et je l'aime de tout mon cœur, évidemment. Et en fait, c'est pour cet enfant que je suis restée dans ce couple aussi longtemps, parce qu'en fait, j'avais très 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 peur qu'on me l'enlève. Ouais. Donc voilà, j'ai supporté énormément parce que j'avais trop peur de perdre mon enfant. Et d'autre part, il y avait quand même en moi cette forme d'amour que j'avais pour lui. Et je me disais, c'est peut-être moi qui ne va pas. Et si je fais encore des efforts, et si je deviens peut-être un peu plus celle qui veut que je sois, eh ben, tout va s'arranger. Donc en fait, il y avait effectivement des périodes où tout allait bien et c'était chouette, et je me disais super. Et puis les périodes où malheureusement ça revenait, enfin, où les moins bonnes choses revenaient vite, revenaient de plus en plus souvent et de plus en plus vite. Et puis finalement, à chaque période de calmie, on se dit oui, jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand? Et pendant cette période, voilà, on essaye de donner le maximum qu'on a, de donner tout l'amour pour que peut-être il y a un déclic qui se passe aussi chez l'autre personne et que ça se passe bien. Et finalement, en fait, ça se passe jamais. Donc en fait, j'ai résisté, j'ai tenu en vraiment, vraiment tout et pour tout. On va dire que la relation, elle a duré 16 ans, là, 15-16 ans. Et, euh, et j'ai eu le courage de partir il y a 4 ans. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça de partir. Et encore aujourd'hui, c'est pas aussi simple d'être parti.
Ouais. Voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on se retrouve tous dans le truc de je pensais que mon amour allait le sauver ou allait la sauver. Je crois que ça, on est tous passés dans ce schéma-là à croire que notre amour allait sauver l'autre. Enfin, C'est ça. je plaide coupable. Je plaide coupable. J'en vois d'autres. Ah ouais. Qui veut aussi parler de ce qu'il a vécu, du déclic en fait, ou des déclics? Bah, on est là pour ça, donc bah, je vais prendre la parole si c'est OK pour la bande. Ben, pour ma part, ça a été, il y avait déjà des drapeaux rouges dès le début que j'ai pas su écouter. C'était ma première vraie relation où il y avait déjà une connaissance en termes d'amitié en fait. On a grandi ensemble. Et mon empathie, en fait, moi, c'est mon empathie quelque part qui m'a fait défaut dans cette compréhension des blessures de l'autre, du chemin de l'autre et de trouver des excuses, en fait, quelque part au comportement de l'autre, de dire, OK, bah, je sais pourquoi la personne, elle agit comme ça, et au final, on s'oublie. Et donc, on rentre dans une forme de sacrifice pour revenir aussi sur le sauveur, de dire, bah, par cet amour, je comprends, et donc je suis dans la compassion, et donc voilà, et ça dure, et en fait on se détruit, en tout cas pour ma part ça a été le cas, donc je vais rester sur le jeu, je me suis détruit comme ça. Et donc il y avait énormément de violence physique, verbale, j'ai beau être un homme qui fait 1,85 m pour 90 kg à l'époque, bah, j'avais à l'époque une femme qui faisait mon poids, qui était plus petite et qui était même peut-être plus lente que moi, et quand elle déclenchait des droites, j'avais un petit Tyson en face de moi, quoi. Donc, il y avait tout un truc aussi autour de la place de l'homme, de dévalorisation aussi, de te faire éloigner en fait du cercle amical, enfermement et en fait de laisser faire, tout simplement par amour, par le fait d'être aimé, accepté. Il y avait plein de blessures et tout ça, j'ai compris que ça partait aussi de mon enfance en fait et que je reproduisais une forme de schéma en fait dans ce couple. Et donc tout le long de ces 12 ans, ben, je reproduisais le schéma que j'ai eu d'amour de en fait on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare, mais en fait dès qu'on se sépare, il y avait vraiment ce truc c'était impossible, une attraction hyper toxique où en fait le sexe se présentait et cette personne savait comment m'amener en fait à revenir et par de la manipulation et vraiment me replonger directement en fait dans la relation. Et du coup, par résonance de ce qui a déjà été partagé, vraiment les appels, ça a été des rencontres où je suis quelqu'un d'hyper intègre et de dire en fait je peux pas être en relation avec une autre, même si j'ai ouvert une porte potentiellement au polyamour, tout ça, mais qui m'a peut-être fait comprendre des choses, mais de dire quand j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui venait toquer à la porte, de dire il y a un truc, il y a un message de la vie là, de dire là en fait tu vas bien dans ta vie et on te réouvre une porte. Bon, sauf que les 2 fois où cette fois-ci avec cette personne ça s'est présenté, je me retrouvais avec le même profil en fait en face. Où je suis tombé sur des femmes manipulatrices qui essayaient de me prendre pour un pantin et donc c'était assez délicat. Et donc je refaisais face toujours à cette violence quand j'essayais de m'extirper. Il y avait une violence telle en face où je me faisais péter le pare-brise, je me suis fait péter la voiture, et j'ai fini à l'hôpital. Enfin voilà, il y a eu vraiment de la violence. Et la première fois où j'ai vraiment réussi à partir, le seul moyen, ça a été de tout abandonner, notamment les animaux, et de dire là en fait, j'abandonne tout mon matériel, j'abandonne tout, je vais vivre dans ma tente et je m'extirpe en fait de cette vie et c'est le seul moyen, quoi. Et malgré ça, la personne avait quand même l'intelligence de me tenir par les animaux et ma sensibilité, l'attachement que j'avais, et que j'étais engagé, que j'étais obligé d'aller chez elle, m'occuper des animaux. Les animaux, je les voyais pas bien, ils n'avaient jamais essayé de fuir, ils partaient. Et donc de me tenir avec ça. Et donc il y a eu ça, il y a eu l'incendie où on a tout perdu, et la vie est venue nous montrer en fait, de dire faut arrêter.
Et j'ai quand même continué, non, j'avais essayé de partir malgré les tentatives de suicide de la personne en face, de culpabilisation, de ben, je ne mange plus, je m'étale, je m'écroule devant toi, je suis pas l'autre, et tu vois, sans toi, je ne peux pas vivre. Et à un moment donné, il y a vraiment eu un truc qui s'est assis à l'intérieur de dire, mais là, je me sens mort, je suis complètement mort, en fait. Et je pourrais jamais la sauver. Et ce qui s'est vraiment posé, ça a été lors d'un trek où j'ai laissé tout organiser. On n'avait aucunement la capacité physique de faire un trek dans les Hautes-Alpes, on va pas se mentir. Et je le savais, mais j'ai laissé faire exprès. Et en fait, ça a été tellement dur de l'avoir dans cette souffrance en fait, le long du trek. On ne sommes même pas arrivés au premier sommet, où j'ai dû porter vraiment les 2 sacs à dos de 17 kilos, escalader avec pour poser le bivouac. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment en train de porter le poids de l'autre sur moi, en fait. Et j'ai fait une prise de conscience, et ça a été terminé. Dans cette randonnée, de dire, on est rentré, en fait, après ces 3 heures de route, j'ai fait mes affaires, parce qu'en parlant, il avait compris, voilà, elle me trompait, il y avait plein de trucs, mais derrière, moi, j'avais le droit de rien. Enfin, et quand j'ai mis en lumière avec des screenshots, chose que j'avais jamais fait, entrer dans ces réseaux et de dire, bah, pour une fois en 12 ans, c'est quoi? Je le sens, là je le fais et je la mets face au truc et ça a été terminé en fait. Ah oui, j'oublie, manipulation avec magie noire. Vraiment, il y avait des menaces d'aller jusque dans l'ésotérisme et sachant ma sensibilité à l'ésotérisme, de me dire, mais oui, je vais te faire de la magie noire, tout ça, et là ça m'a confirmé de dire Harry Buffet et je suis parti quoi. Je suis parti et voilà, et j'ai commencé mon chemin de reconstruction personnelle avec des pratiques de développement personnel et notamment surtout le chamanisme qui m'a beaucoup aidé à retrouver mon pouvoir quoi. Ça a été la phase voilà pour moi du moins sur le couple. Après ça s'est présenté sur d'autres sphères mais là on va rester là-dessus. Ouais. Ouais. Alors après, la culpabilisation, je crois on passe tous par là, hein. On se fait culpabiliser, mais parce que déjà nous-mêmes, on se sent coupable, hein. Le chantage au suicide et le chantage affectif. Quand on aime l'autre, on ne peut pas supporter qu'il lui arrive du mal et encore moins de se sentir coupable de ça. C'est un peu toujours les mêmes schémas, hein. On repère quand même toujours les mêmes schémas. Et c'est rigolo parce que je pense que la vente va dire la même chose, mais oui, les traits, les drapeaux rouges sont là dès le départ, sauf qu'on ne les voit pas, ou on ne veut pas les voir. C'est ça, on se voile la face. On ne veut pas les voir dès le départ parce que cette personne, elle correspond à des critères. Elle nous envoie du rêve, hein, au départ, et on ne veut pas voir les drapeaux rouges dès le départ. Et une fois qu'on est pris dedans, en fait, c'est après, avec le recul, qu'on se dit ouais, mais en fait, les drapeaux rouges, ils étaient là dès le début et j'ai pas voulu les voir. Après, là, c'est sortir de la culpabilisation de soi. Lavande, toi, les déclics, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, le déclic qui a déclenché la prise de conscience que c'était plus possible comme ça et qui a fait déborder le vase, c'était un énième manque de respect de sa part. Mais au-delà du manque de respect, c'est le fait qu'il me sorte 36 000 versions de pourquoi il a manqué de respect. Donc là, je me suis dit non, en fait, ça vient pas de moi. Voilà, et en fait, oui, effectivement, les drapeaux rouges sont là dès le départ. On a habité très rapidement ensemble dès le lendemain de notre rencontre. Et on a habité rapidement chez lui et j'avais pas les clés. Et quand il partait travailler, je me retrouvais emprisonnée chez lui parce que la porte se fermait. En fait, il fallait la clé pour re-rentrer. On pouvait sortir, mais on ne pouvait pas re-rentrer. Et effectivement, les drapeaux rouges étaient là dès le départ, mais j'étais pas en mesure de le voir à ce moment-là. Parce que j'étais moi-même en reconstruction d'une enfance hyper difficile et que j'étais concentrée sur les blessures à guérir et que j'ai pas eu le recul nécessaire à ce moment-là pour pouvoir le voir. Voilà, puis c'est le fait que je commence à apprendre à m'aimer et à poser mes limites aussi qui fait que
j'ai pu commencer à voir tout ça. Et tout le travail que j'avais fait en amont aussi qui m'ont permis de stop. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense que le suivi psychologique, enfin le travail sur soi est primordial après. Après, alors la question suivante, c'était qu'est-ce qui, selon vous, a fait que vous avez eu du mal à partir? Je crois qu'on a commencé à y répondre, c'est la culpabilisation. La culpabilité. Enfin, moi, je me souviens qu'il faisait des chantages au suicide dès que ça allait trop loin, dès qu'il se sentait piégé, il faisait des chantages au suicide. Alors après, avec une copine, on rigolait en disant qu'il mélangeait le Doliprane et les Feralgan. Mais malgré tout, quand on est pris là-dedans et qu'on a peur pour l'autre, qu'on a peur qu'il se fasse du mal, qu'on a peur, parce que le fond du truc, c'est qu'on l'aime aussi, hein. C'est pour ça que pour moi, on parle d'amour aussi, on parle d'une relation où on aime l'autre, on s'aime pas suffisamment soi, on ne s'aime pas correctement, mais par contre, l'autre, on l'aime réellement et on serait prêt à tout donner. Moi, je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde, tellement j'étais folle amoureuse de lui. Dans les émotions, moi, je me souviens que j'avais aussi peur de lui, peur de sa violence, peur de ce qu'il aurait pu faire, que ce soit à moi, à lui. Il y avait aussi des émotions de honte et de culpabilité. J'avais pas envie d'entendre mon entourage me dire, t'as vu, on t'avait dit qu'il n'était pas fait pour toi. Il y avait vraiment ce truc de se dire, bah ouais, vous aviez raison. Donc là, c'est l'ego qui rentre en jeu, où on ne veut pas donner raison à notre entourage de, bah oui, vous l'aviez vu. Et remettre en question l'amour que j'ai pour lui, c'est me remettre moi en question dans ce côté défaillant chez moi, que je ne peux pas voir aussi aujourd'hui, que je n'ai pas envie d'aller voir chez moi aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous avez un peu en mémoire des émotions, des choses alors, il y a des enfants hein, qui viennent. Enfin, voilà, quand on a des enfants avec la personne, je pense que on se questionne à deux fois. Mais qu'est-ce qui vous, dans votre mémoire, vous aurait empêché à l'époque de se dire allez hop, je prends mes affaires, je me casse? Pour ma part, il y a un mélange de tout. Il y a ce que certains nommeraient l'amour inconditionnel, dans cette, on va dire, qualité, et des fois je pourrais nommer défaut dans cette situation, de cette capacité de vraiment déployer cet amour et de dire ok, je vois, mais j'essaye en tout cas au maximum d'apporter ça. Et à côté, il y avait aussi une peur de moi, où en fait elle me faisait rentrer dans un état de violence parce que j'étais en permanence en survie. Mm. Euh, c'est ce que j'ai compris en fait au fur et à mesure où en fait cette personne a été mon plus grand maître Mm. jusqu'à présent, de connaissance de moi-même en fait, et de me bloquer jusqu'à aller dans la salle de bain par ces menaces de culpabilisation, de suicide, de violence, où le seul moyen que j'avais de pas rentrer en violence avec elle, c'était de me faire du mal à moi-même en fait. Mm. Mm. De m'exploser les mains contre le mur ou contre un truc pour pas lui taper dessus en fait. Et d'arriver en fait à me faire sortir et perdre pied. Mm. Et donc il y avait ça, il y avait la peur, ben, toujours en fait de jouer sur la sécurité, les engagements financiers. Et du coup, ah ouais, mais si tu pars, tu me dois tant, il faut ça, il faut que ça, il faut ça, il faut ça. Et du coup, on rajoute des pressions au niveau charge papier, au niveau et que bah, sur l'instant, incapable de gérer par une Mm. sensibilité, par un brouillard mental en fait. Mm. Ça, et puis ouais, vraiment cette notion, certainement à l'époque de sauveur, cette posture de sauveur et de dire ouais, mais en fait, sans moi, tu vois, et alors que non, et puis en fait, ça lui appartient, c'est pas Mm. mon problème. Et ça, je l'ai compris le jour où ben, j'ai dû faire des trous comme ça, couper une porte en deux, et, euh, et dire arrête, c'est bourrer la gueule, c'est mise devant moi à me pleurer, avoir limite un cordon autour du cou et arriver à me dire je suis un monstre en fait, de dire je m'en branle, alors que c'est pas vrai. Mais Mm. obligé d'arriver à s'amener des croyances comme ça, de se détacher du cœur pour pouvoir s'extirper de la relation et de dire mais là c'est le seul moyen que j'ai de me respecter en fait, parce que Ouais. là, si je rentre dans le cœur, si je rentre là-dedans,
elle aura toujours, en fait, cette accroche et ce truc. Et donc de sortir aussi de la croyance d'égoïste. Et je trouve que c'est un truc hyper bien ficelé, même si c'est inconscient, je pense, pour beaucoup. Et ça m'a amené vraiment à avoir beaucoup de compassion, parce que pour moi, ce sont des personnes détruites complètement de l'intérieur. Mmh. Et, et c'est pour ça que c'est difficile de partir, parce que ces personnes qui, à mon sens, vivent ça sont des personnes très sensibles et qui sont dans ce truc du cœur et en font une proie facile quelque part. Voilà. Oui, puis notre empathie, tu l'as dit très justement, je pense que quand on tombe sur ces profils-là, c'est notre empathie qui nous perd, hein. Donc, Ah bah oui. ah ouais. Je confirme. Ouais, bah ouais. Et Mmh. vous, Claire, Aussi. Lavande, quelles sont les émotions, quelles sont les peurs, quelles sont ces choses qui, pour vous, en fait, ont contribué au fait que vous avez eu du mal à partir? Ah, Il y avait un reste de dépendance affective que j'avais commencé à soigner. Il y avait le retournement de cerveau, hein, le fait de ne pas réussir à y voir clair complètement, d'être sous emprise et d'avoir. Je sentais, enfin maintenant je suis capable d'en parler clairement parce que je l'ai revécu il y a quelque temps. Je sentais clairement physiquement l'emprise sur le cerveau. Ça me faisait un casque comme un nuage de confusion autour de la tête et ça empêche de voir clair. Mmh. Il y a cette sensation-là, il y a aussi la sensation de ça fait une boule de glu et ça empêche les pensées de décoller. Ouais. Il y a l'amour immense que je lui portais. Puis pareil, j'étais comme Mickaël, à partir du cœur, dans un amour inconditionnel. Mmh. Il y a la honte, il y a la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être, comment dire, que ce soit pris au sérieux. Ouais. Euh, puis j'avais peur de lui. Ouais. Les 2 dernières années, j'ai eu énormément peur de lui. Ouais. Et je sais qu'il est capable de se venger. Donc, voilà, je connais ses capacités à ce niveau-là. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, la peur et puis, moi je me souviens que j'avais l'impression de devenir folle. Enfin, j'avais l'impression que j'étais folle. Il y a eu des moments où je me disais: «Mais tu es complètement cinglée ma pauvre fille». Enfin, ce truc où, je crois qu'on le vit tous dans ce truc de on n'arrive plus à raisonner correctement, à réfléchir correctement, heu, en mode survie. Le mode survie fait qu'on n'est que dans de l'instinct presque primaire, hein. On réfléchit pas, on n'analyse pas, ça nous déconnecte d'une part de nous et oui, c'est vrai quand il y a des gens qui disent: «Ah mais moi je comprends pas pourquoi elle reste», mais parce que justement on n'est pas en capacité de réfléchir correctement à cet endroit-là et on pense vraiment que c'est nous le problème, hein. C'est nous le problème. Claire, toi, qu'est-ce qui pour toi t'aurait peut-être bloqué ou empêché de? alors, clairement, c'est la peur. Quand je dis Mmh. la peur, un petit peu, un petit peu comme pour Mickaël, un petit peu comme pour, Lavande et pour toi-même, pour beaucoup, je pense. En fait, la peur, un petit peu vaste. La peur, aussi, de ce qu'il pourrait faire si, Mmh. je partais. Parce Ouais. qu'à 3 reprises, quand mon enfant était un petit peu plus petite, j'ai voulu partir et puis il me rattrapait. Donc Mmh. avec toujours, l'embrouillement du cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, toujours à retourner la situation, en fait, il n'avait jamais tort, jamais, 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 Mmh. jamais, c'était impossible. En 15 ans jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a plus vraiment de lien, mais on va en avoir de fait, mais obligé. Mais je veux dire, c'était tout le temps, j'ai jamais eu un pardon, un «je m'excuse», Ouais. un «désolé, je t'ai fait de la Mmh. peine». C'était toujours, toujours, toujours me remettre moi en question. «Ah bah, Mmh. finalement, tu devrais quand même peut-être aller voir quelqu'un, tu vas pas bien, hein». J'ai aussi eu, pardon, une enfance, qui n'a pas été, des plus simples, des plus elle n'a pas été horrible, mais il y a quand même eu beaucoup de dysfonctionnements dans ma propre famille, en fait.
Et, et en fait, j'avais peur, en fait, si je lui disais des choses qui lui plaisent pas, dans ma tête, qu'il puisse faire comme mon père, qu'il parte comme ça, qu'il m'abandonne, en fait. Et c'était ma peur rattachée à ma peur d'enfant, en fait, aussi, mais aussi beaucoup avec ses réactions. En fait, j'avais très, très peur de ses réactions. Parce que s'il se mettait en colère, alors, la chance, pas la chance, je dirais c'était comme ça, c'est quelqu'un qui avait quand même une maîtrise de soi, c'est-à-dire, quelqu'un de hyper, au contraire, hyper sûr de lui. Il dégageait un charisme, une aura, qui aimantent, hein, les personnes. C'est-à-dire, qu'autour de lui, même s'il n'a pas une tonne d'amis, enfin ses collègues le vénéraient, on va dire presque. Moi, j'étais pareil, quand je voyais les gens le vénérer, ben j'étais attirée par la force qu'il dégageait, en fait. Il avait une telle force, une telle assurance en lui, ce que j'avais pas, qui m'a énormément attirée. Et en fait, dans la relation, ben, j'en avais peur après, parce qu'il m'avait déjà montré qu'il pouvait me faire du mal. Alors certes, pas physiquement. En plus, il a un métier qui l'obligerait à faire qu'il peut pas enfin, qui pourrait avoir de gros problèmes si physiquement il se passait des choses. Et du coup, ça n'a jamais été physique, mais par contre psychologiquement, tout à l'heure, Mickaël a dit un mot qui vraiment là m'a remis dans la souffrance d'alors. Je me suis sentie mourir et je me suis sentie morte. Et en fait, ça a été ça aussi le déclic. C'était que, en fait, bon, qui était un petit peu permanent, je parlais de déclic, mais de dire qu'au fond de moi, je commence à m'éteindre. Je perdais ma flamme, je commençais à devenir de plus en plus faible, physiquement parlant, plus d'énergie, plus de force. En plus, au travail, ça n'allait pas non plus pour moi. Enfin voilà, donc j'étais éloignée de ma famille aussi. Donc en fait, je me trouvais vraiment dans, dans la relation en fait de famille, lui, mon enfant. Et après, les seuls, on va dire, seuls extérieurs autorisés, on va dire, c'était surtout lui et ses amis. C'était pas les miens. Les miens étaient quand même assez bien, évidemment, hein. Donc moi, si j'invitais des amis à la maison, bah, ils pouvaient. J'avais honte en fait. J'avais honte et quand je recevais ma propre famille, j'avais honte de son comportement. J'avais honte parce que je me disais, c'est pas possible quand on a un couple qui marche d'avoir autant de froideur, d'être autant, de se montrer aussi insensible, de ne rien partager avec les autres, de rester dans son coin. En fait, je sais pas, j'avais l'impression qu'il me faisait payer au quotidien quand s'il avait l'impression que je prenais un petit peu trop d'indépendance, bah, de me le faire payer. Et puis après, avec bah, tu n'es qu'une égoïste, tu as une famille, tu penses qu'à toi, voilà, alors qu'en fait, j'étais tout le temps à la maison, j'étais tout le temps à m'occuper de mon enfant, j'étais tout le temps à me décarcasser pour que la maison soit propre, soit nickel. En fait, j'ai développé aussi des attitudes de maniaque, de ouf, parce qu'en fait, ça m'occupait. Ça m'occupait l'esprit aussi quand je faisais du ménage, quand je faisais la cuisine. Au moins, j'étais pas obligée d'aller lui parler. Je fuyais les relations desquelles on n'était que tous les deux. Il y avait que quand il y avait ma fille où j'avais l'impression que c'est elle qui me sécurisait. Et c'est horrible de dire ça parce qu'on a l'impression que c'est son enfant qui nous sécurise finalement dans le couple. Et quand c'était l'heure pour elle d'aller au lit, etc., bah, je fuyais le peu de lien qu'on pouvait avoir, je le fuyais. De toute façon, la plupart du temps, il m'ignorait, il me parlait pas du tout, on n'avait aucun échange. J'ai jamais eu en rentrant du boulot, comment tu vas, comment s'est passée ta journée, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah si tu vas mal, c'était tu ramènes pas tes problèmes à la maison, tu les gardes dehors, t'as pas besoin de venir faire chier le monde avec ça. Enfin voilà, c'était toujours des mots durs. Donc on se sent faux, on se sent bah, coupable de ne pas être celle qu'il faut parce que bah, j'ai tout pour être heureuse, ça me l'a répété 15 000 fois. Comment je pouvais avoir tout comme ça pour être heureuse et que je pouvais encore me plaindre, que ça n'allait jamais, etc. Donc j'étais la folle. Le renversement de situation faisait que bah oui, je me suis bah, effectivement beaucoup posé de questions et c'est ce qui m'a emmenée bah, au fur et à mesure aussi bah, aller quand même prendre soin de moi et aller aussi dans le développement personnel, dans la prise en charge psy. Mais au lieu, là, ce qui a été un petit peu différent, c'est au lieu de là, de me dire, je vais m'occuper de lui, de ce qui va pas chez lui, de comment faire pour que ça aille pour lui. Je me suis dit, ben, vu que bah, ça n'allait, pardon, pouvoir passer que par moi, en fait.
et que si c'est pas moi qui changeais l'intérieur que j'avais en moi, si je guérissais pas de mes blessures, bah, j'allais rester prisonnière de cette relation et j'allais continuer. Bah, dans ma tête, hein, très sincèrement, je pense aujourd'hui, si je n'étais pas partie, je pense très sincèrement que je serais morte. Je ne sais pas si je me serais suicidée. J'avoue y avoir pensé, j'avoue avoir eu des pulsions de mort très fortes, avoir voulu en finir. Vous savez, on veut juste dormir, donc on s'avale des somnifères, on veut juste dormir, plus penser que l'autre arrête de venir nous casser les oreilles, parce que parfois c'était ça, j'attends que tu ailles dormir pour commencer à te parler des problèmes. Donc ça, c'est terrible, alors que le lendemain, on travaille. Et bah, je me réveillais comme un zombie le matin, j'avais plus la force d'aller travailler. Enfin, j'avais peur de ça, en fait. J'avais peur de mourir, en fait. Si j'avais peur aussi de mourir. Mais en le quittant pas, je mourrais. Et en fait, j'ai eu un jour, suite à plusieurs plusieurs méchantes choses, on va dire, plusieurs menaces, plusieurs mots de dévalorisation, que je te dénigre, etc., etc. J'en ai eu marre. J'avais évolué assez sur moi aussi. J'ai fait une formation de sophrologue qui, pour moi, clairement, m'a sauvé la vie. Hein, formation pour laquelle il n'était pas d'accord, mais je ne lui ai pas laissé le choix. Et du coup, ça m'a sauvé la vie. Et ce qui m'a permis de enfin me dire, stop maintenant, si tu veux vivre, tu te pars. Donc, j'ai un jour comme ça, je faisais la vaisselle et c'est assez terrible parce que j'ai laissé passer les fêtes de Noël en me disant que c'était quand même le moment des enfants, le moment de la famille. Donc, et là, au moment de Noël, j'ai ressenti encore un peu d'amour en me disant ouais, peut-être qu'en fait, je peux rester. Mais quand même, dans un coin de ma tête, la décision, elle était prise, elle était forte. Et en fait, j'ai laissé passer Noël. Ça s'est plutôt bien passé tout du long, même le 31, j'ai laissé passer. C'est plutôt bien passé, on va dire. Ben, il y avait mon enfant qui était là, donc voilà, elle venait mettre de la joie là où il n'y en aurait pas eu. Et en fait, il a eu pareil. Il a eu le jour de Noël, il a une parole méchante. Et, et là, je me suis dit, même à Noël, quoi. Et là, je me suis dit, mais sa méchanceté, j'y pourrais rien, je pourrais tout faire, j'y pourrais rien. Je vois la méchanceté là où je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est de la souffrance quelque part qui montre aux autres, en fait, aussi. Et là, je me suis dit, c'est plus supportable. Et le premier, en faisant la vaisselle, le premier à midi, après le repas du midi, en faisant la vaisselle, mon enfant monte dans sa chambre. Et là, je sais pas pourquoi, j'en pouvais plus. Il m'a dit, qu'est-ce qui va pas? Il a vu que j'avais un problème avec la vaisselle. Il était devant la télé, comme d'habitude. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Là, je me suis retournée vers lui. Je me suis dit, Claire, n'aie plus peur. Vas-y. Et en fait, les mots sont sortis tout seuls. Je veux qu'on se sépare. Et encore là, ils sont sortis tout seuls dans la maîtrise des mots. Parce que si j'avais dit, je veux quitter, ça serait pas passé comme ça. Donc, voilà. Et encore aujourd'hui, il dit, comment ça, tu m'as quitté, le peu de fois où je l'ai eu encore au téléphone et voilà, qu'on va se revoir. Comment ça, tu m'as quitté, mais n'importe quoi. Enfin, voilà, son ego a été énormément blessé. Et moi, encore ce jour-là, pour pas blesser son ego, j'ai dit, je veux qu'on se sépare parce que ça va pas entre nous et que c'est pas la peine de continuer. Et voilà, et j'ai tenu bon. Les autres fois, j'avais lâché, j'ai tenu bon. C'était pendant l'année du Covid. J'ai eu quelques problématiques pour déménager. Donc, on est resté quand même ensemble 9 mois, tout le long. Mais on savait qu'il y avait séparation et je pense que dans sa tête, il a vu possibilité que je revienne. Parce que là, pendant ces 9 mois, il a été comme assez gentil, assez agréable. Donc voilà, je suis partie. Le 1er octobre, c'était le jour de son anniversaire. Je me suis dit, j'ai fait les choses vraiment, c'est tombé comme des signes à chaque fois assez fort. Le 1er janvier, le 1er octobre. Et j'ai déménagé, mais j'ai compris, pareil, très vite, que déjà, il n'a pas voulu de la garde alternée. Alors que au début, moi, voilà, je me suis dit, tant pis si je perds tout. J'ai plus pensé au niveau financier alors que j'allais être dans le caca. Je me suis quand même dit, malgré toutes ces peurs, je vais partir. Et en fait, je suis partie pas loin parce que il y avait encore mon enfant. Donc, je me suis dit, ça sera un moyen de la voir donc plus régulièrement, qu'il n'y ait pas de problème quand elle viendra me voir. Mais en fait, ça a été très compliqué. Et pour vous dire la vérité qui fait qu'aujourd'hui, je suis partie, complètement partie, et je suis partie très loin. Vous le savez, à l'île de la Réunion maintenant, je suis loin, loin, loin.
Je suis retournée à mes sources. En fait, le déclic, ça a été mon enfant. Autant j'étais restée tout ce temps-là pour mon enfant, autant mon enfant, un soir, m'a dit, elle avait 15 ans, donc j'étais déjà séparée, mais il y avait quand même encore le lien trop fort avec son père. C'était comme si on était toujours ensemble, finalement, on n'arrivait pas à se séparer. Et en fait, elle m'a dit un soir, maman, tu n'es qu'une soumise. Tu n'es qu'une soumise. Tu fais rien de que tu veux. C'est pas toi qui décides de ta vie. Tu décides de rien. Tu fais que ce qu'on te dit. Tu n'es qu'une soumise. Et alors ça a été le pouah. Je me le suis pris dans la tête. Ça m'a fait mal sur le coup. Mais aujourd'hui, je remercie encore mon enfant parce que cette phrase, ça a été tout ce que je voulais pas être comme modèle pour mon enfant. Et donc, je me suis dit, si je veux pas être ce modèle pour mon enfant et j'ai qu'une solution, il faut vraiment m'extirper de cette relation. Et ma solution, ça a été de partir. Ouais. Et donc, aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Où j'ai j'ai sacrifié quelque part mon enfant. J'ai sacrifié tout. J'entendais Mickaël aussi, mon chien. Pareil, j'ai eu du chantage, j'ai eu des menaces, j'ai eu d'essayer de me rattraper sur les sentiments parce qu'il savait que mon enfant, je la lâcherais pas comme ça, que c'était compliqué et que mon chien, c'était tout pour moi et que j'aurais beaucoup de mal à le lâcher. Mais je me suis dit, j'ai pas le choix. Là, je suis obligée de, comme dirait ma mère, de mettre une pierre sur ton cœur. À La Réunion, on dit, tu mets une pierre sur ton cœur et t'avances. J'ai dû mettre une pierre sur mon cœur et avancer. Et ça n'a pas été sans souffrance, évidemment. J'ai énormément pleuré. J'ai déprimé au plus haut point. Mais aujourd'hui, oui. voilà. Aujourd'hui, Ça, c'est clair que on quitte la personne, on l'aime encore. Hein. oui. Et encore, C'est un mode aujourd'hui, je peux pas. survie. Enfin, moi, j'ai vraiment Voilà. cette sensation qu'on est, en fait, quand on quitte la personne, c'est un dernier instinct de survie qui prend le dessus à cet endroit-là, qui dit, mais maintenant, il faut que tu partes, sauve ta peau, quoi. Sauve ta peau, t'as pas le choix. Mais on quitte la personne. Enfin, moi, je l'aimais toujours. Et enfin, c'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est dur de le quitter. Enfin, c'est tellement dur. Mais de se dire, mais en fait, il changera pas, il continuera à me détruire. Enfin, moi, c'était pareil. C'était en permanence du dénigrement. Enfin, j'ai pris énormément de poids avec lui. Et il jouait beaucoup là-dessus. Il jouait sur toutes mes failles, hein, tout là où il pouvait me descendre, là où il pouvait me faire du mal, il allait dans ces failles-là parce que ces gens-là sont. Alors après, quand on comprend hein, les profils comme ça, on comprend que c'est des enfants qui ont été grandement blessés, qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter à l'autre et aussi d'être en mode survie. Et ils ont, pour moi, cette intelligence émotionnelle. En fait, ils nous lisent inconsciemment. Ils savent où sont nos failles. Ils savent comment nous faire du mal. Ils savent ce qu'il faut dire, à quel moment le dire, à quel moment. Enfin, c'est des gens qui ont cette intelligence émotionnelle, mais ils sont aussi en mode survie. Ces gens-là, ils sont grandement blessés. C'est vrai, quand on arrive à sortir de là, et tu le dis très justement, Michael, de dire à un moment donné, j'ai beaucoup de compassion parce que c'est des gens qui sont dans une souffrance mais énorme, qui fait qu'ils en arrivent à des comportements comme ça. On arrive un peu à. Du coup, ça nous fait passer un peu sur la prochaine question, c'est qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire? Donc là, vous avez pu amorcer les choses. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire? Quelles ont été les prises de conscience qui vous ont amené à comprendre aussi ce type de schéma? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à en avoir une analyse, que vous avez réussi à en faire aussi quelque chose de positif? La vente, tu m'as partagé une vidéo que je vais mettre en lien dans le descriptif que j'ai trouvé hyper intéressante où c'est un psychiatre qui parle des pervers narcissiques. Et moi, ce qui m'a. Alors, où tu as pu me parler justement de la blessure d'abandon, où on se retrouve dans notre blessure d'abandon. Moi, ça m'a aidé hein, à comprendre. Donc, je te remercie pour ce partage, Lavande. Et voilà, qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire? Quelles ont été les prises de conscience? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à un moment donné? Parce que vous le dites tous, on se sent mort, on se sent vide, on a tellement donné. On a été tellement détruit, on a tellement donné, on s'est vidé dans cette relation qu'à un moment donné, il faut passer par cette phase de reconstruction. C'est vital. Ouais. C'est vital. Je voulais rajouter par rapport au sentiment de mort que ça me semblait important pour que certaines personnes puissent comprendre ce qu'elles vivent, qu'on peut même le sentir physiquement. C'est-à-dire que moi, je me suis carrément sentie en décomposition d'intérieur.
les entrailles comme si elles étaient en décomposition et le goutte à goutte. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je sorte définitivement de ça, parce que sinon, je vais pas pouvoir construire ma vie. Ouais. Ouais, cette sensation. Voilà, je suis désolée, j'ai le chat qui vient. Qui vient nous embêter un petit coup, qui vient nous faire un petit coucou, le chat. Oui, ce sentiment de mort, cette impression d'être mort de l'intérieur. Physiquement, moi, du coup, d'en reparler, ça me ramène à des choses où j'avais fait des crises d'angoisse, genre de trucs que j'avais jamais fait, quoi. Où on se reconnaît pas, on se reconnaît pas, on se reconnaît pas, on se dit mais c'est pas moi ça. Enfin, je suis. Moi, ma mère me disait mais t'as du caractère, comment t'as pu te laisser faire comme ça? Et là, on se dit ouais, bah ouais, bah, pas avec lui. Pas avec lui. Avec lui, il n'y avait pas de caractère. Mais dans les prises de conscience, c'est que je m'aimais pas. Je m'aimais pas. Et lui, il était beau. Je pense que voilà, il y a ce truc qui joue. Il était beau et donc c'est comme s'il me donnait une valeur ajoutée, que parce qu'il daignait être avec moi, ça me rendait un peu plus jolie et intéressante. Ouais, les prises de conscience, qu'est-ce que... Alors, la vente dans les prises de conscience, là, dans la vidéo du psychiatre, où il parle de justement cette insécurité relationnelle, Oui, hein, que la dépendance affective, tu en as parlé tout à l'heure, de cette dépendance affective, de tous ces schémas qui sont déjà à l'intérieur de nous, qui sont en lien avec des événements de l'enfance. Hein, je pense que tous... oui. Moi, j'ai fait le parallèle entre l'instabilité du couple de mes parents et l'instabilité qui était créée par cette relation. Tout simplement, c'est le cerveau reptilien qui est habitué à ça, donc qui va vers ce qu'il connaît inconsciemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il y a des événements traumatiques de l'enfance. Il peut y avoir aussi voilà, des viols de l'enfance, des choses comme ça qui font que on tombe dans ce genre de schéma qui nous mettent sous emprise. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se situer à l'enfance et qui font qu'on est dans ces schémas d'emprise. Moi, j'avais eu aussi cette notion de la dépendance affective où moi, quand j'étais bébé, j'étais en couveuse. Donc, j'ai pas eu suffisamment d'hormones de l'amour dès la naissance, qui fait que ça a généré chez moi après de la dépendance affective. Après, il y a tout ce qui est le lien sécure de l'enfance. Hein. Le lien, est-ce qu'il est suffisamment sécure? En l'occurrence, non. Qui fait qu'on va aller chercher, on va aller attirer ces profils-là, quoi. Et voilà, est-ce qu'il y a eu des déclics, des choses qui vous ont aidé à comprendre, qui vous ont aidé à aller de l'avant et à transmuter tout ça aussi? Tu vois, pour faire la transition entre ce qu'on disait, le sentiment de mort et le déclic, la question que j'ai envie de poser aux auditeurs et puis aux personnes qui sont avec nous là, pour moi, il y a un sentiment aussi, tu vois, de se sentir vivant quand il y a cette intensité. Oui. À l'époque, de dire, quand tu vas tomber dans une relation, on va dire, dite plan-plan, où t'as pas tout ce conflit, où t'as pas ça, où tu sors en fait de tous ces schémas familiaux, de ce truc-là, et puis en fait, tu tombes dans une relation saine, et que t'as pas fait ce cheminement intérieur déjà de reconstruction, tu te dis, mais en fait, oui, c'est là où tu te retrouves dans un truc, j'ai un problème, tu vois, c'est chiant, c'est... Alors qu'en fait, non, gars, c'est bien, c'est la normalité. Et de ce besoin d'intensité, en fait, c'est quelque chose qui te nourrit et qui, au final, te garde en vie à ce moment-là, tellement tu as élevé ton niveau, ton référentiel de, en fait, là, je me sens en vie, qui est complètement biaisé, hein. Et donc, je pense que ça, pour moi, ça fait déjà partie d'une prise de conscience, plus ce qui a déjà été évoqué, la dépendance affective. Merci pour ton partage, parce que ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps sur la couveuse. Donc aussi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont imbriquées ou aussi tout simplement de dire j'ai pas envie de reproduire le schéma. Voilà, moi, l'amour, de ce qu'on m'a transmis, c'est ça. Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'incarner? Je vois que j'incarne ça, ça me rend pas heureux. Est-ce que moi je peux créer autre chose tout simplement dans ma vie? Je suis pas obligé de le faire.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans mon couple? Alors, ça a été une déconstruction, hein, mais je pense qu'il y a eu aussi de ça. Et d'apprendre à accueillir des relations plus posées et où on peut communiquer, où voilà, il peut y avoir de l'émotionnel, tout ça, c'est OK. On peut rentrer dans de la colère aussi, et c'est sain, et aussi déconstruire ça. De dire, en fait, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'exprimer de la colère. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on va être rejeté, on va se faire manipuler, j'ai le droit, en fait, d'être en colère et de la poser. Et, et je pense que voilà, ça a été tout ça, de se réapproprier, en fait, son émotionnel, ses besoins, et de se rendre compte qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais tout donné, limite mon âme, en fait, à l'autre, de Ouais. dire, là, je suis une coquille vide, et il va falloir petit à petit refaire le puzzle, et parce que là, je vis pas ma vie. Il y a vraiment ce sentiment de regarder ma vie à la troisième personne, et de voir le petit pantin faire sa petite vie, et de dire, mais putain, je suis con, en fait, parce que je sais, je le vois, mais j'ai pas de pouvoir dessus. Et de reprendre possession de de ce corps, en fait, et de dire, je suis acteur, donc j'ai pas à laisser la manette à l'autre pour prendre la vision du jeu vidéo, en fait, et au final, j'ai donné la manette à l'autre, je la récupère et je reprends le contrôle de ma vie dans quelque chose de plus sain. Et je pense que c'est un long cheminement d'acceptation et de déconstruction et de pardon. Voilà, en tout cas, Ouais. de pardon de soi, parce qu'on parle beaucoup du pardon à l'autre, mais d'arrêter de se flageller, merci, c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et je me remercie d'avoir fait ça et de m'extirper de ça et de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Je me pardonne d'avoir laissé tout ça, et je pense que ça part de l'enfance vraiment, et de tous ces schémas d'amour, Oui. et de cette vision d'amour qu'on a, en fait, potentiellement très fleur bleue, et de dire, voilà, je veux le prince charmant ou la princesse, et oui, est-ce que c'est ça l'amour, en fait? Ouais. 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 Alors moi, je trouve que c'est important l'histoire de la souffrance. Notre souffrance, en fait, elle est là depuis tellement longtemps que ça devient notre meilleur ami. Et c'est très juste ce que tu dis, que dans l'intensité, elle nous fait nous sentir en vie, cette souffrance. Et elle est tellement intense qu'à cet endroit-là, on se sent tellement vivant, mais tellement vivant. Enfin, je ne sais pas si Claire et Lavande, vous avez cette notion-là de cette souffrance qui, dans une intensité où tu dis, waouh, je ressens un truc, quoi. Aussi bien dans la souffrance que dans l'exaltation de la vie et de la sentir pulser en nous. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Et l'histoire de poser ses limites, l'histoire de s'être oublié, de se confondre dans l'autre. À un moment donné, tu parlais de la relation, on est beaucoup dans la fusion et dans le rejet, hein, finalement aussi, de tous ces schémas qui sont pas forcément très sains, de s'autoriser à dire non, s'autoriser à dire non sans être culpabilisé derrière. Parce que ça peut faire partie des schémas de l'enfance. De faire plaisir à ses parents, de ne pas avoir le droit de dire non, ou de ne pas avoir le droit de dire non sans se justifier, ne serait-ce que ça. De non, je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas parce que je t'aime pas, ce n'est pas parce que ça. Je n'ai juste pas envie de faire ça. Et aujourd'hui, moi je repère qu'il y a des fois, le non, c'est pris comme une agression. Les gens, ils ont du mal à entendre un non sans une justification, sans un truc valable. Oh, il y a un problème là, les gars. On a le droit de dire non. Mais voilà, tous ces schémas où on se dit, bah oui, je dis oui. Pourquoi? Parce que si je dis non, je me fais rejeter. Du coup, c'est dur. Si je dis non, on va plus m'aimer. C'est pour ça aussi que cette relation, pour moi, elle nous ramène à l'amour de nous. Et essentiellement l'amour de nous. Il y avait quelque chose que tu avais dit, Mickaël, avant, en amont. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir le relater ici. C'est que tu t'es posé la question de savoir, avec cette notion d'effet miroir,
si toi aussi, tu n'étais pas pervers narcissique, qui, moi, m'a fait écho parce que je me suis posé la même question. Je ne sais pas si Lavande et Claire, vous êtes posé les mêmes questions aussi, de savoir si finalement, ce n'était pas vous qui étiez les pervers narcissiques. Oui, moi, exactement. Ouais. Toxique, oui. Ouais, dans ce côté toxique, on se dit, mais si je suis. Alors, avec l'histoire de l'effet miroir, hein, qui peut être un peu compliqué des fois à comprendre c'est quoi cet effet miroir. Ce que je vois chez l'autre, c'est ce qui est chez moi. Donc, si l'autre, il est pervers narcissique, ça veut dire que moi, je suis perverse narcissique. C'est une croyance dangereuse, hein. C'est une croyance Surtout. dangereuse. Ouais. Et en fait aussi, ce que j'y vois, moi, c'est très personnel, hein. Parce que justement, dans cette déconstruction de l'effet miroir et de ce que je me suis infligé dans dans ce truc de dire, mais je suis vraiment toxique pour les autres au vu de toutes ces relations toxiques que j'attire, où ça m'a enfermé à être un ermite, hein. Et de dire que oui, mais en fait, quand je me regarde dans le miroir aussi, parfois, même la plupart du temps, ben, quand je lève la main droite, c'est en face, ben, c'est comme s'il y avait la main gauche ou la main droite, et en fait, c'est complètement l'inverse qui est en face de moi. Projette l'inverse, et donc il y a aussi potentiellement cette lecture dans l'effet miroir de dire ben, en face de moi, ben ouais, en fait, j'ai quelqu'un qui est complètement à l'inverse de moi et qui me montre un autre reflet. Et, et c'est une autre lecture qui est juste ou pas c'est propre à chacun. En tout cas, je pense qu'on a tous un côté manipulateur Bien qui fait sûr. partie de survie. Voilà, c'est comment on peut arriver à nos fins pour survivre. Et je pense que justement, une personne vraiment saine se pose la question. Après, comme ça a été évoqué par chacun d'entre nous dans ce cercle, par rapport aux entourages, qui vont venir peut-être s'accrocher aussi au conjoint ou à la conjointe, et où nous, on essaye de s'extirper et de soit s'accroche ou soit nous projette de dire que ce ne sont pas bons pour nous, nous perdent en fait aussi, parce on se rattache aux décisions extérieures. Voilà, et donc je pense que c'est vraiment sain de se poser cette question pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Bah, moi, j'aurais envie de rebondir sur le toxique. En fait, on l'a vis-à-vis de nous, ce toxique, dans la façon dont on a de se traiter soi-même, de se voir soi-même, dans la façon dans l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est là où on est toxique, finalement. C'est avec nous-mêmes. C'est pas forcément avec les autres, mais c'est dans ce côté où on est intransigeant parfois avec soi. D'ailleurs, dans ce type de relation, on est tout le temps en train de se remettre en question, on est tout le temps en train de penser que c'est nous le problème, on est tout le temps en train de se mettre les méninges un peu. Et je pense que oui, il y a un effet toxique, mais fait différemment. Il n'est pas vis-à-vis des autres, il est vis-à-vis de soi. Peut-être qu'on a un côté pervers, mais vis-à-vis de soi. Je pense qu'on a une faille narcissique, dans le sens où, dans cette notion de lien d'attachement, de lien sécure, du regard narcissisant que les parents ont vis-à-vis de l'enfant, bah, peut-être qu'il y a une faille à cet endroit-là, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment narcissisé, peut-être qui appartient aussi à nos parents, peut-être que tout ça. Et je pense que c'est l'effet miroir, c'est peut-être de se dire, mais est-ce que dans cet endroit-là, je ne suis pas moi-même toxique vis-à-vis de moi? Est-ce que moi-même, je ne m'inflige pas des choses euh, dures que je ne mérite pas? L'histoire du pardon, quand tu parles du pardon, mais c'est aussi se pardonner de ne pas avoir pu faire autrement, de ne pas avoir su faire autrement, d'avoir fait certaines choses. Et ça, c'est super dur parce qu'on a honte. On a honte de certaines choses qu'on a pu accepter et tolérer. Et arriver à ce pardon-là en se disant, mais j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas su faire autrement, je n'avais pas les clés à ce moment-là. La vente, je sais qu'on avait eu cette conversation-là aussi en amont par rapport à ça, justement. Oui, bah, oui, il y a eu tout ce travail d'introspection, de recul, que moi je fais depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 25 ans. Mais qui a été hyper précieux, en fait, qui permet de comprendre les schémas de soi, de l'autre, qui permet de comprendre les intrications entre les deux et qui permet de comprendre les failles de chacun et de voir là où elles se rejoignent, là où elles se rejettent mutuellement.
Mm. Euh, et puis, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de voir les témoignages d'autres personnes qui sont passées par là, concrètement sur des situations concrètes, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir sortir de l'appartement, de voir ça, d'écouter aussi des experts comme le psychiatre, qui sont spécialistes. Mm. Et puis d'apprendre au final, ce qui m'a énormément aidé et que je n'avais pas conscience au départ, c'est de pouvoir être indulgent avec soi et bienveillant, chose à laquelle j'étais pas habituée puisque j'étais habituée à être perfectionniste et dure avec moi-même. Donc petit à Je crois que petit, c'est un oui. trait de caractère où on peut tous plaider coupable, non? Ben oui, oui, je te rejoins. Tu voulais rajouter quelque chose, Lavande ou Claire? Oui, 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 parce que malgré la difficulté de l'expérience et du vécu, quelque part, alors je lui avais dit à l'époque, mais je ne lui redirai pas, je lui avais dit merci quelque part parce que ça m'a permis d'aller chercher des ressources en moi que j'aurais pas été chercher autrement, et ça m'a permis de développer des qualités qui vont être très, très importantes pour mon avenir et notamment pour mes projets professionnels. Ouais. Donc, je suis une nouvelle personne. En fait, je suis enfin moi. Je suis plus dans les conditionnements. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je crois que je te rejoins. Moi, je lui dirais merci aujourd'hui parce que grâce à lui et grâce à tout ce qu'il a détruit à l'intérieur de moi, quand on est détruit, en fait, on peut que reconstruire. Et on reconstruit des fois sur de nouvelles bases ou sur d'autres bases. Et grâce à tout ce qu'il a détruit à l'intérieur de moi, je me suis reconstruite et j'ai enfin appris à m'aimer et à me respecter, à être bienveillante avec moi-même, à arrêter de me juger. Alors, je le fais encore de temps en temps, il ne faut pas se leurrer, mais à être de plus en plus bienveillante avec moi-même. Et sans ça, sans cette histoire, j'aurais toujours été dans les mêmes schémas finalement. Et je ne me serais jamais posé ces questions-là. Donc, même si des fois on s'en pose trop, c'est bien de se poser des questions. Ouais, c'est exactement ça, c'est les mots que j'ai sortis tout à l'heure où j'ai vraiment dit en face pour ma part de dire j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Et si je devrais résumer en fait ces expériences, alors je pense qu'il faut vraiment un temps de digestion pour en arriver là Mmh. déjà. Euh, mais c'est que c'est une initiation de retour vers soi, une initiation d'amour de soi en fait. Ouais. En allant cherchant l'amour chez l'autre, où on se prend un taquet monumental c'est une vraie initiation de retour à soi et ouais, je pense que chaque initiation est difficile de toute façon. Oui. Et d'avoir l'humilité de dire merci permet en fait, et de se pardonner permet de couper véritablement en Mmh. fait ce lien et de dire ok, maintenant je peux me détacher et maintenant je peux m'aimer. Oui, surtout. Voilà. Surtout. Surtout ce côté de, en fait, maintenant, j'attends plus que quelqu'un m'aime. Je m'apporte à moi cet amour. J'attends plus que quelqu'un me sauve. Je me sauve. Mhm. Je me sauve dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs, hein. Quand je sens que ça pue, je me sauve, hein. Quelqu'un voudrait rebondir de nous, enfin, pour, voilà, pour ajouter quelque chose. Bah, moi, Oui, Claire. continuer un petit peu dans le même sens que, que, que vous. Beaucoup de gratitude, beaucoup de pardon envers moi-même Ouais. et beaucoup plus de bienveillance. Ouais. Si vous m'entendez. Mais finalement, on se rend compte que le chemin le plus compliqué, c'est d'être bienveillant avec Je soi. C'est pas sais d'être bienveillant pas. avec les J'ai autres, l'impression hein, que ça a mais... coupé. Non, on t'entend, Claire. Est-ce que tu es encore là? Non. Eh ben, écoute, vous entendez Claire? Non. Non. Non? Ok.
les petites. Mais oui, l'histoire d'être bienveillant avec soi et d'être dans le respect de soi, dans le non-jugement de soi. Je crois que c'est le chemin le plus compliqué, en fait, d'être dans le pardon de soi, de se pardonner soi. Ah, ça y est, Claire, je crois que tu reviens. Oui, non. Bon, Et puis c'est reprendre cette responsabilité aussi. Tu vois. aussi, Mm. aussi, Parce aussi. qu'on a cette part de responsabilité et de plus la remettre aussi dans tous les sens, d'accusation de l'autre et de j'ai ma part, je la récupère, je le rends à l'autre. C'est là où je pense qu'on reprend vraiment son chemin Complètement. et son pouvoir et de dire bon, ben, c'est bon, maintenant on peut être vraiment, Bien vraiment. sûr. Parce que si on reste dans cette accusation, on reste dans ce triangle et au final dans ce jeu de Oui. psychologie qu'on a maintenu pendant des années ou des mois avec cette personne. Et je pense que ça fait aussi partie du processus de couper le lien et d'éloignement. Mm. Complètement, complètement. C'est de sortir du rôle de victime. Et Mm. sortir du rôle de victime, c'est aussi reprendre sa part de responsabilité dans ce qu'on a accepté aussi. Parce qu'à Mm. un moment donné, on n'était pas obligé. Alors, nos chemins de vie ont fait que on a accepté certaines choses. Euh, Maintenant, il y a des choses qu'on a acceptées, qu'on a parfois des fois générées, parce que voilà, pour des fois observer les schémas, des fois on peut, quand on est sur un pervers narcissique ou manipulateur, ce que nous aussi, peut-être des fois on a ce côté un peu manipulateur, mais dans un autre comportement, hein, dans d'autres stratégies, dans d'autres versants, et que du coup on fait que se renvoyer la balle mutuellement. Et c'est sortir de ça en fait, c'est sortir de la victimisation et de dire bah ouais, mais j'ai ma part aussi, quoi. Mm. Et reposer le poids de la responsabilité à l'autre, ce qui est sa part aussi. Bien sûr, Ne ah mais plus attendre. complètement, complètement, Ouais, je complètement. pense que C'est vraiment redonner la responsabilité à chacun en disant, Mm. mais moi j'ai ma part de responsabilité, mais toi aussi en fait. Mm. Toi, tes agissements, tu es responsable de ce que tu dis. Moi, je suis responsable de ce que j'accepte et de comment je le prends et de comment tout ça. Mais ouais, mais je trouve que ce type, si difficile que ce soit, et c'est des relations qui nous font bouger, hein, alors qui nous détruisent, hein, par contre. Qui nous détruisent complètement. Mais là, moi, le message, c'était vraiment aussi de pouvoir apporter aux gens ce truc de c'est possible de se reconstruire, c'est possible de partir, c'est possible de s'aimer Mm. après ça, c'est possible d'avancer. Enfin, c'est vraiment un message aussi d'espoir, de dire aux gens, mais ce que vous ressentez, ce que vous vivez aujourd'hui, où vous pensez que vous êtes fou, vous pensez que les gens ne vous comprendront pas, etc., ou qu'ils vont vous juger. Mais en fait, tous ceux qui sont dans ces relations-là pensent la même chose, vivent la même chose. Parce que c'est pas vous le problème, hein, c'est la relation, de comment elle s'est construite, qui est le problème. parce que c'est de Et blessure à blessure. Ça se parle de blessure à blessure, pas de cœur à cœur, même pas d'ego à ego. On est Mm. vraiment de la blessure à la blessure qui communique en fait. Et du coup, c'est là où c'est pas sain du tout. bien Et sûr. la fondation étant de la blessure, derrière, ce qui va engendrer, ça va pas être de la paillette. Et non. Claire, je ne sais pas si tu es revenue. Non, on t'entend toujours pas, Claire. Ah, Ben, c'est dommage. mince. Ah Alors, si, ça y est, on t'entend. Ça y est, on t'entend. c'est dommage. C'est bon, tu es revenue. Je suis Oui, revenue. Oui, de toute façon, je rebondis. Et vous m'entendez? On t'entend pas très bien. Moi, je t'entends en Ah, j'ai coupé. l'impression que c'est un petit peu en Ça y coupé. est, Et là, la maintenant, j'ai un peu réunion. bougé. Est-ce que Ouais, bah ça y est, ça y est. Voilà, c'est le la problème de la réunion, elle réunion. est là? La réunion est là. C'est le problème de la réunion. Oui, en ce moment, le temps est pas terrible, hein. Voilà, Ouais. c'est pas top. Mais du coup, oui, je rebondissais un petit peu sur tout ce qui a été dit aussi et c'est vrai que, voilà, je tenais aussi moi, ce qui
m'a permis aujourd'hui d'en m'en être sortie aussi et qui fait que je me reconstruis et je me reconstruis bien mieux, bien plus heureuse, bien plus dans l'alignement de qui je suis. Et ça a pas de prix en fait. Et ça a été aussi beaucoup la gratitude. Effectivement, moi j'ai pris conscience que voilà, on pouvait pas changer les autres, c'était pas possible, mais par contre que je pouvais changer l'intérieur, mon intérieur et donc ma réalité se transformer de par le fait que moi, à l'intérieur, j'avais changé. Donc, apprendre à s'aimer, apprendre à poser ses limites, apprendre à se faire respecter, apprendre à recevoir de l'amour, déjà Oui. aussi, de la part de soi-même et de la part des autres. Ne plus en avoir peur, en fait. Accepter cet amour et se sentir digne de cet amour. Et voilà, et la gratitude, oui, clairement, parce que sans lui, sans mon conjoint avec qui la relation a été souffrante, je serais pas aujourd'hui là où j'en suis. Je serais encore dans mes failles que moi, je vois ça dans le miroir, en fait. C'est quand je regarde l'autre, je vois aussi toutes mes failles, en fait. Tout ce que ça vient travailler chez moi, en fait. Et là, c'est grâce à lui que j'ai compris où j'avais besoin de travailler, où j'avais besoin voilà, peut-être de reprendre voilà, ce soin de moi, cet amour que j'avais plus envers moi, que je donnais toujours aux autres. Là, j'ai appris au contraire à m'aimer d'abord. Et la gratitude, elle est venue, mais, enfin voilà, elle est venue très vite. Au début, bien sûr, il y a de la colère, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais finalement, on se dit, oui, mais sans ça, j'en serais pas là. Et merci, quoi. Et merci. Et finalement, pareil, de garder, comme Mickaël en a parlé tout à l'heure, et j'ai adoré son mot, c'est toujours en fait garder son cœur ouvert et de pas le fermer. Au contraire, voilà, c'est de le garder ouvert et d'avoir de la compassion. Parce que si j'ai aimé cette personne et si finalement il y a encore vraiment une part de moi qui l'aime encore énormément, en fait, c'est de la tendresse, c'est de la compassion parce que c'est quelqu'un qui souffre en fait énormément et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il est peut-être pas conscient. Malheureusement, on dit que le pervers narcissique n'est pas conscient qu'il est voilà, qu'il a cette perversion. Et je pense qu'ils en souffrent en fait et qu'il en souffre beaucoup plus que moi aujourd'hui. Et moi, voilà, par ce travail sur soi qu'on peut faire, c'est juste magique et on se rend compte que, comme a dit Mickaël aussi tout à l'heure, on peut redevenir acteur en fait de sa vie. On n'est plus, on reprend les manettes de sa vie. Et ça, c'est juste waouh. Enfin, voilà, on se dit, finalement, c'était Lavande qui le disait aussi, que on retrouve des capacités qu'on n'aurait peut-être pas trouvées, des ressources en nous intérieures qu'on n'aurait peut-être pas trouvées si on n'avait pas fait ce chemin. Et donc pour ça, mais merci quoi. Merci. Et puis garder aussi finalement la foi. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Alors pas forcément la foi comment dire, en une église, en une religion particulière, mais la foi que quelque chose de plus grand, de plus beau que nous existe, pour qu'on ait une telle compassion aussi, c'est que voilà, il y a je sais pas, il y a un cœur universel, voilà, plus grand que nous, qui nous porte finalement de pouvoir se laisser porter par ça, de remplir son énergie plus de ces belles choses que de finalement tout ce qui nous plombe, nos pensées aussi limitantes, etc. Quand voilà, on arrive à cheminer, on arrive à se donner de l'amour, et voilà, dans le cerveau, ça finit aussi par changer. Et là, on se sent à nouveau capable d'avancer, de faire des choses pour nous et de mener notre Et vie en je vais- fait. Ouais, je crois que ça coupe de nouveau, Claire, chez toi. Mais oui, Voilà. oui, oui, Bon, ça y est. oui, Voilà, ça y est. Non, ça y est. et ça va. C'est bon, c'est bon. Tu es de nouveau là. Merci. Et donc, ouais, c'était faire passer ce témoignage aussi, le message par ce témoignage, qu'en fait, tout est possible. Moi, j'ai cru que Ouais. j'en serais jamais capable. J'ai vraiment cru, je me croyais incapable, incapable, incapable. Et je vois aujourd'hui que si je l'ai fait. Et donc, en fait, je me dis que mais si moi, je l'ai fait, mais tout le monde peut le faire. Et voilà, ça va demander des efforts sur soi, certes, mais c'est un beau travail à accomplir pour retrouver une vie, celle qu'on mérite, quelque part, Ouais, celle qu'on ouais. mérite. Ouais, ouais, je te rejoins dans la réalité qui change. Oui, excuse-moi, Michael. Ah non, il n'y a pas de souci, vas-y. Vas-y. Pour rebondir sur ce que Claire partage, pour les auditeurs surtout,
enfin, je pense que ça résonne en chacun dans déjà tout ce qui a été partagé. Sur cette histoire de colère, enfin, je pense qu'il y a un processus d'acceptation avant d'en arriver là, qui est le Mm. deuil. Mm. Ouais. Malgré cette souffrance, malgré toute cette colère, limite cette haine qu'on peut avoir, qui pourrait arriver, c'est un processus naturel du deuil en fait, pour arriver à ce sentiment de sérénité et de gratitude. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager aux auditeurs, d'être en paix avec ça aussi. Ouais. Que c'est pas voilà, dans ce discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui plus posé. C'est aussi le fruit de tous ces pics, toutes ces phases Ouais. montantes et descendantes, en fait, qui sont une phase naturelle de deuil. Là, j'ai plus exactement les émotions, mais c'est très souvent le même circuit et où on passe par la colère, puis après par la tristesse, et on peut culpabiliser de ça. Et c'est à ces moments-là où je pense qu'il faut être vigilant dans cette phase de deuil pour ne pas replonger euh, Mm. dans la culpabilité où elle pourrait se présenter. Euh, et après, il y a cette porte qui s'ouvre sur la paix, la sérénité de soi, du lien, et une fois qu'on a fait le deuil, en fait. Mm. Ouais. Ouais, mais c'est important ce que tu dis que les gens qui écoutent se disent pas que ça se fait en 6 mois. Ce travail-là, il se fait pas en 6 mois, hein. Il demande des fois des années de reconstruction. Par contre, il y a des étapes, il y a des phases. Et enfin, moi, il y a eu lui, mais il y en a eu d'autres, hein, histoire qu'on me fasse bien comprendre ce que je devais aller travailler et ce que je devais libérer. La vie, elle ne fait que nous mettre sur notre chemin des choses qu'il faut qu'on comprenne et qu'on intègre. Donc, c'est aussi ne pas en faire une fatalité. Donc là, on passe sur les conseils. Quels conseils vous donneriez aux personnes qui se reconnaissent dans votre histoire, dans votre parcours aujourd'hui, dans là où vous en êtes vous? Quels seraient les conseils là, que vous donneriez qui, pour vous, vous paraissent importants? Moi, pour ma part, si je peux du coup commencer peut-être, il y a une chose qui est très importante, je crois, quand même. Enfin, pour moi, ça l'a été, c'est de continuer à être entouré. Donc, si on a Mm, toujours des liens avec sa famille, de les garder, de se rapprocher, de trouver du soutien là, en fait, là où on peut en trouver, là où on en est sûr d'en trouver. Donc, ça peut être sa famille, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être, voilà, par exemple, des gens dans une association, enfin n'importe quoi, et de pas rester seul, mm, pas rester seul en fait et de se croire seul au monde justement parce qu'on a l'impression que peut-être ce qu'on vit c'est tellement fou des fois qu'on a l'impression que c'est pas possible et en fait c'est en écoutant d'autres aussi qu'on se dit ah je suis peut-être pas complètement folle en fait et je me fais mm, pas des films, je vis bien ça en fait mm, et du coup de pouvoir partager et se sentir compris, comprise, c'est hyper important aussi, je trouve, pour se reconstruire. Si on a au moins une oreille, une écoute, alors peu importe, ça peut aussi être par un psychologue, hein, quelqu'un avec qui on va peut-être nouer une relation quand même de confiance et sécure. Pour le coup aussi, mm, relation de sécurité, là où on va pas se sentir justement marchandé ou autre chose. Donc voilà, une sécurité avec une écoute de l'autre, de pouvoir dire les choses. Et voilà, pour moi, ça c'est un conseil, enfin moi qui m'a servi. mm, Je me suis énormément rapprochée d'autres personnes. J'ai commencé à faire confiance un petit peu plus autour de moi aussi, et mm, voilà, pouvoir entendre des amis, voilà, partager avec elles, et puis me sentir du coup moins seule aussi. mm. Et voilà, pouvoir prendre des décisions. Ouais. Lavande, est-ce que toi, tu aurais des conseils aujourd'hui à donner qui pour toi te paraissent importants et qui ont pu Oui, t'aider? l'un des conseils, alors évidemment, j'aurais donné celui de Claire aussi, mais au-delà de ça, essayer de prendre du recul, parce que dans ces situations-là, comme tout est confus, essayer de remettre les choses à leur juste place pour y voir un petit peu plus clair par rapport aux agissements de l'un et de l'autre. Euh, et puis, recommencer à faire de vous une priorité, parce que souvent, Mm, on s'oublie à 100% dans ces relations-là. Faire des choses qui font du bien.
qui ressource en fait, parce que ces relations-là nous vident littéralement. Commencer par des petites choses, petit à petit, en fonction de là où vous en êtes. Donner de la douceur, et surtout, ce qui est important, ce qui me semble important à dire, c'est que faut quand même rester vigilant, parce que l'emprise sur le cerveau, elle dure plus d'1 mois sans avoir été refaite. Donc, il faut faire attention à nos propres réactions et à nos propres élans par rapport à cette relation-là. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Nickel. Pour reprendre voilà, déjà tout ce qui a été dit, et je pense qu'après ça dépend vraiment chacun, son entourage et son positionnement. Pour parler de mon chemin personnel, pour moi ça a été plus justement de me reclure, de prendre vraiment un temps de retraite seul au bord de la rivière, de faire une diète de tout en fait, pour me retrouver avec moi-même et enlever le brouillard mental. Parce que l'extérieur amène son avis, parce que si, parce que là, et on n'est pas maître déjà de soi, de sa vie, et d'aller chercher en fait qu'est-ce qui est là. Et le seul moyen que j'ai eu pour moi, ça a été de vivre ça, parce que certaines personnes qui peuvent accompagner peuvent aussi en fait induire et influencer. Donc tout dépend, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, et ça c'est pour ça que je le dis, c'est vraiment propre à chacun d'être juge de ce qu'il vit. Mais pour moi, il y a eu vraiment besoin de ce processus pour aller enlever ce casque et de me dire de reconnexion à la nature et de ok, là en fait où j'en suis, qu'est-ce qui est bon pour moi, et après je vais être en capacité de prendre des décisions, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Et peut-être que voilà, des personnes ont plus besoin d'être entourées de soutien. Pour moi, ça venait plus me chercher en fait à l'extérieur, et c'est aussi un retour à soi et de garder le cœur ouvert pour soi. Je pense que c'est vraiment une reconnexion à son propre cœur, à son essence, et ok, où est-ce que moi j'ai envie d'aller et qu'est-ce qui se passe pour moi, et de revenir au moi, au soi, et s'il y a vraiment besoin d'être accompagné, de sortir de l'ego, de j'ai pas besoin d'aide, et oui, d'aller se faire accompagner, et de trouver avec quelqu'un qui est dans une écoute et qui nous reçoit, et là, c'est que du bonheur. Enfin, que du bonheur. On se comprend. Ouais, non, mais oui. D'être accompagné correctement, en tout cas par les bonnes personnes. Voilà. Ouais, et puis moi j'aurais envie de rajouter que quand on vit ça, c'est aussi qu'on a les ressources à l'intérieur de nous pour le dépasser. Qu'on ne vit que ce qu'on est capable de dépasser et de transmuter. Donc ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Vous avez cette force à l'intérieur de vous et vous imaginez même pas à quel point cette force, elle est là. Elle est là, à l'intérieur de vous. Et il suffit juste d'aller vous y connecter, parce que croyez-moi que quand on s'y connecte, on se rend compte qu'on peut dépasser beaucoup de choses. Parce que la problématique, ce qui se pose, c'est qu'en face, on capte cette force, et c'est cette force qui fait peur. Et c'est pour ça, en tout cas, à mon sens, qu'on nous bride dans cette puissance. De dire, mais t'es tout petit, tu es tout petit. Mais parce que si tu deviens tout grand, je suis tout petit en face. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré. Hein. En tout cas, Mais complètement. C'est comprendre aussi que quand vous tombez sur ces profils-là, ce qu'ils voient, c'est votre puissance. Hein. C'est votre puissance qui est à l'intérieur de vous. Et que eux, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est avoir la même mise sur votre puissance. C'est vous asservir. C'est que justement, vous ne puissiez pas vous connecter à cette puissance. Donc, n'oubliez pas que vous êtes fort et vous êtes puissant à l'intérieur de vous. J'ai tiré une petite carte sur l'oracle des amoureuses pour cette note de fin. La carte, c'est sortie de la dépendance affective. On n'est pas du tout dans le thème, dis donc. Pas du tout. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres.
Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté, cela sera alors la clé. Eh bien, je crois que ça marque une belle fin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci à Lavande, Claire et Mickaël pour votre participation pour ce premier cercle de parole. Je vous remercie infiniment. Je vais mettre les futurs thèmes dans le descriptif de la vidéo. Et je vous propose en extension un tirage à choix pour aller vous donner des clés pour pouvoir commencer à faire ce cheminement et ce travail de reconstruction suite à une relation d'emprise où je vous propose vraiment un tirage à choix pour commencer à cheminer. Merci beaucoup. Je vous fais plein Merci. de gros bisous. Merci. Et à tout bientôt.